Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci pour votre traditionnelle fidélité au programme de Canal 3 Bénin. À situation exceptionnelle et bien mesure exceptionnelle, Canal 3 Bénin ouvre pour vous une page spéciale consacrée ce soir à la chaleur des événements en provenance du Palais des Gouverneurs. Comme vous le savez, hier mardi dans la nuit, les députés ont procédé au vote consacrant la rélecture du code électoral. 79 voix pour, 28 contre et une abstention. La représentation nationale, à travers le document révisé, donne ainsi les orientations pour le compte des élections législatives, pour ne pas dire les élections générales de 2026. Les nouveaux changements intervenus indiquent entre autres la désignation des chefs villages et chefs quartiers par le parti majoritaire issu des prochaines élections. La fameuse question du parrainage du duo candidat à la présidentielle demeure aussi dans la nouvelle monture et on parle désormais de 20% des suffrages au plan national avant d'être éligible à l'attribution des sièges au Parlement et dans les conseils communaux et municipaux. Il faut dire que cette adoption de la loi modificative du code électoral suscite en ce moment de vives réactions au sein de l'opinion publique, dans le rang des acteurs de la société civile et même dans la classe politique dans son ensemble. Les réseaux sociaux ont aussi leur part de commentaires sur ce débat qui a focalisé les attention ces derniers jours au Bénin. Et donc, Canal 3 Bénin donne la parole à bien d'acteurs sur ce plateau pour leur analyse et commentaires sur le sujet. D'abord, Gildas Wilfried Viahoundé, c'est bien ça? Voilà, Gildas Wilfried Viahoundé, secrétaire administratif du parti Moël Bénin. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Abdul Raziz Maïdawa, il est coordonnateur du parti Les Démocrates dans la zone de Karibama. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau. On a également Josué Dorami, il est responsable programme changement social Bénin et membre de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le Bienvenue sur le plateau. On espère par ici, Arnaud Kensi Avondogba, il est coordonnateur national adjoint de la jeunesse du Parti Bloc républicain et CA de l'Issézoun, c'est dans la commune de Boycon. On va l'espérer par ici pour faire le débat avec nous. Alors, cher monsieur, vous permettez qu'on jette un coup d'œil sur ce visuel qui nous vient du Palais des Gouverneurs. C'est le compte rendu de notre antenne régionale Ouémé Plateau basée à Porto-Novo. On fait, je dirais, le point de l'ambiance qui a prévalu à l'hémicycle. Adopté par 79 voix pour, 28 contre et une abstention, après des débats houleux et incisifs, le code électoral est ressorti du moule parlementaire avec d'importantes modifications. On retient entre autres que désormais, le duo de candidats à la fonction de président doit être parrainé par 15% de l'ensemble des élus, députés et maires. Qu'un parti politique sera éligible à l'attribution des sièges s'il obtient au moins 20% des suffrages exprimés, respectivement dans chacune des circonscriptions électorales. Que les députés et maires n'ont pas le droit de parrainer un candidat en dehors du choix de leur parti politique et que le dépôt des dossiers de candidats à l'élection présidentielle aura lieu avant les élections législatives et municipales. Ces dispositions sont jugées exclusives et chrysogènes par l'opposition, tandis que la mouvance estime que c'est là la recette pour renforcer les partis politiques. Monsieur le Président, je prends l'article 132. L'amendement qui est fait par rapport au parrainage, le nouveau mode, c'est que aucun député ou aucun maire ne va refuser de parrainer un candidat de son parti pour aller parrainer un candidat d'un autre parti. Est-ce que ce n'est pas sain? Est-ce que ce n'est pas correct? Si nous ne maintenons pas le train de ces réformes, nous risquons de faire tout cet effort pour rien. Et nous rêvons d'un pays où le débat démocratique se ferait dans la discipline avec des partis crédibles. Lorsqu'on nous convoquait dans un passé récent, je le dis, venez les partis politiques, quand vous allez vous asseoir, vous voyez des gens qui, leur assemblée générale pourrait se tenir dans une cabine téléphonique, assis à côté de grands chefs de parti, se discuter les mêmes droits. Ça ne nous honorait même pas.
quand nous allons finir d'étudier ce qui est déposé, le peuple sera heureux de savoir que n'importe qui ne peut plus se lever dans un coin, créer un parti pour dire que lui aussi est chef de parti et que ce parti existe et peut s'asseoir autour de la même table que des partis nationaux. Voilà globalement ce que je voudrais dire, vous dire merci. Merci à vous tous, même si c'est amer, nous allons essayer d'avancer pour que le Bénin sorte grandi. Il est clair que les amendements apportés par l'honorable Avavon Ebla sont chrysogènes. C'est mon ami, mais il faut que je lui dise ça. Alors, la question qu'on se pose lorsqu'on met le parrainage à 15%, on se pose la question de savoir si nous sommes encore dans une démocratie pluraliste. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que nous savons très bien que les élections législatives et communales auront lieu avant les présidentielles. Et il se fait que le candidat à la présidentielle dépose sa candidature avant les élections, avant même les candidats des élections législatives et communales. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, Monsieur le Président? Monsieur le Président, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise quand on est en situation de paix. Il faut troubler la paix. Ces propositions qui sont faites sont des propositions de pyromanes. Je pèse bien mes mots, de pyromanes. C'est une escroquerie politique pure que d'avoir fait des propositions tendant à dire on va faire alliance gouvernementale avant d'aller aux élections. Ça veut dire quoi ça? C'est une escroquerie pure. Tout ce qui est fait là a pour finalité de confisquer le pouvoir par quelques partis et de s'installer dans la confiscation durablement. Ce n'est pas acceptable. La Constitution dit que ce sont les élus. On ne force pas les élus, on ne désigne pas pour les élus. La Constitution n'a pas dit ça. Lorsque la disposition oblige l'élu à donner à quelqu'un du parti, je crois que ça devient contre la Constitution. Satisfaction au sein de la mouvance, insatisfaction du côté de l'opposition. Les uns et les autres ont les yeux désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour son regard sur ce code électoral modifié. Allez, les regards sont désormais tournés vers les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Mais avant, il y a le débat qui se fait après ce travail au niveau du Parlement. Je vais prendre l'avis d'abord de Moël Bénin. Comment vous avez apprécié, je dirais, l'ambiance qui a prévalu à l'hémicycle? Merci bien, M. Aounou. Comme on pouvait s'y attendre, hein, l'ambiance était un peu mouvementée. D'accord. C'est normal, on devrait s'y attendre. Mais in fine, je pense que les choses se sont déroulées selon les règles. Et ce qui doit être fait a été fait selon les règles. Oui. Je vais d'abord m'en arrêter là. D'accord. Allez, on va avancer progressivement en prenant, je dirais, le point de vue du parti Les Démocrates. On a son représentant sur le plateau. On vous écoute. Comment vous avez perçu les choses après le travail à l'Assemblée nationale? Je pense que M. Aounou, tout le monde... Donc, comme tout le peuple béninois, nous avons suivi, bien sûr, ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à l'Assemblée nationale. D'accord. Et pour bon nombre, justement, de nos concitoyens, c'est bien regrettable l'ambiance qui a prévalu hier à l'Assemblée nationale, parce que nous, on estimait quand même que une majorité, certes, est une majorité, mais une majorité aussi doit tenir compte aussi des réalités d'une minorité. Et je pense que, justement, il n'y a pas eu cette convivialité, et c'est ce qui aide justement à conduire à ce que nous avons... Voilà, mais on peut retenir que chacun s'est exprimé. Oui, bien sûr, chacun s'est exprimé, mais voilà, quoi, il fallait quand même, dans le sens de l'égalité, bien sûr, parce que quand même, c'est le peuple qui est représenté dans son ensemble. Donc, il faut tenir aussi compte, justement, de toutes les opinions aussi dans le peuple. D'accord. Donc, on a évalué chacun à sa manière, je dirais, les rapports de force. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, changement social, vous qui représentez sur le plateau la plateforme électorale des organisations de la société civile, comment vous avez perçu les choses, surtout les différentes modifications apportées à ce code électoral? Ok, merci. Je crois que pour une organisation qui travaille sur les questions des droits de l'homme et qui s'investit dans la redevabilité électorale, on ne peut que regretter
il faut le dire. Non seulement la lutte des discussions, la lutte des débats, mais également le produit fini qui, à l'intérieur, contient bien évidemment des éléments qui ne nous rassurent pas et qui, malheureusement, créditent encore des situations ou bien un contexte que nous avons vécu par le passé et qui a été auteur, d'accord, d'un certain nombre de situations malheureuses que nous avons documentées sur le terrain. Donc c'est bien regrettable et comme tout le monde l'a suivi, la plateforme a sorti une déclaration aujourd'hui dans laquelle elle a exprimé voilà, toute la tristesse sur la question. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à ce qui a été fait? Oui, ce qui a été, vous savez, quand on parle de la plateforme électorale et des organisations qui interviennent sur la question, on n'a pas attendu l'introduction de la question à l'Assemblée nationale avant de commencer à sonner l'alarme sur un certain nombre de points que nous avons documentés lors de nos missions que nous appelons missions de monitoring des élections précédentes. Nous avons évoqué des questions qui sont liées à la Sénat en termes de logistique qui entravent l'exercice même des droits subjectifs en termes de droits électoraux. Nous avons évoqué les questions de parrainage, bien évidemment, qui mobilisent toutes les attentions. Nous avons fait des propositions là-dessus, d'accord, parce que la question de parrainage, nous avons vu que la Constitution a posé le principe et a renvoyé au législateur le rôle, d'accord, de fixer non seulement les modalités de la délivrance, mais également les modalités de sa sollicitation. Nous avons vu qu'en 2019, il y a eu un certain nombre de manquements qui ont fait que, à la pratique, d'accord, nous avons vu de partis qui ont dit, bon voilà, nous définissons les règles à notre niveau, voilà la manière dont ça va se passer, et nous avons vu tout ce que ça a suscité dans le débat, ça a transformé Vous pensez que sur cet aspect, on n'a pas avancé? Nous n'avons pas avancé, et sur bien d'autres, c'est ce que j'essayais de dire, pour dire que sur bien d'autres points, d'accord, qui concernent, et quand vous prenez je crois que nous allons revenir à ça. D'accord, on va revenir le temps de prendre le point de vue de Mouel Bénin. Monsieur Viaroundé, quelles étaient d'abord les attentes de Mouel Bénin avant que les députés de toilette le code électoral à l'Assemblée nationale? Monsieur Wahab, merci. Avant de me prononcer, parce que tout à l'heure, la question qui m'avait été posée, c'était l'ambiance. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'ambiance? Avant, là, tout de suite, de répondre à votre question, je voudrais inviter le peuple béninois à la sérénité. Je voudrais, malgré toutes les déceptions, toutes les frustrations que nous savons exister au sein de nos compatriotes, inviter le peuple béninois à la sérénité. Et pour ma part, à titre personnel, même si je représente Mouel Bénin ici, cette phrase, je la sors à titre personnel pour Wilfried Viaroundé, regretter des propos prononcés par un député hier qui, pour ne pas aller dans le détail, qui circule sur Internet, dans lequel il parlait de brûler le pays. Le Bénin ne sera pas brûlé. On va vraiment espérer qu'on atteigne pas cette sérénité. Le Bénin ne sera pas brûlé. Et c'est vrai que le niveau de frustration peut-être a amené un homme politique de ce niveau a sorti une telle phrase. Peut-être à s'inquiéter. Mais l'élite ne devrait pas s'alarmer quand le peuple s'alarme. En s'alarmant, ce n'est pas en s'alarmant qu'on trouve des solutions. Il faut savoir raison garder. Et quand c'est un homme d'influence qui prononce certaines phrases, cette phrase-là peut avoir de l'écho et avoir... Ces phrases aussi peuvent avoir de l'influence comme sa personne. Cette phrase également peut avoir de l'influence et même contre sa personne. Je voudrais rassurer le peuple béninois, le Bénin est un pays de paix et il le restera, quel que soit ce qui se passe là, tout de suite. D'accord. Alors, par rapport à ma question de savoir quelles étaient les attentes du parti Mouel Bénin avant le toilettage du code électoral. Avant le toilettage du code électoral, Mouel Bénin a rédigé un document dans lequel il a étudié, la cellule juridique du parti Mouel Bénin a étudié les propositions faites par le parti UPR, les propositions faites par le parti les démocrates et l'a soumis à l'Assemblée nationale. Ce document a été soumis à l'Assemblée nationale. Dans ce document-là, les attentes de Mouel Bénin étaient que cette loi électorale qui était censée être prise hier et qui finalement l'a été, reste dans le canevas tracé par la Cour constitutionnelle. Même Mouel Bénin est un parti foncièrement
collé à la République. Nous sommes des républicains. Oui, mais on peut dire qu'à la les députés sont allés au-delà, je dirais, des recommandations, pour ne pas dire de la demande de la Cour constitutionnelle. Ce que nous pensons être regrettable. D'accord. Allez, on vous écoute, monsieur Abdelaziz Ouaimada. Donc, j'aimerais, avant d'opiner, revenir sur la déclaration du député dont mon collègue de Mouel Bénin parlait tout à l'heure. Oui. Je pense que c'est un député, les démocrates, n'est-ce pas? Bon, on ne l'avait pas dit, mais on le sait. C'est, voilà quoi, un député qui est prévoyant, qui, justement, par expérience, c'est que ces genres de lois, des lois chrysogènes, des lois d'exclusion, voilà, nous amènent souvent à des tensions qui ne sont pas parfois contrôlées. Et c'est pour avertir, pour qu'on puisse prévenir justement de ces genres de situations que nous avons connues. Malheureusement, à chaque fois que le code électoral a été modifié, qu'il prévient et dire que si vous voulez brûler le pays, ils vont simplement vous aider. C'est tout simplement ce qu'il a dit. Non, il a dit, si vous voulez brûler pas du tout, cher camarade. Je ne sais pas si nous avons écouté le même audio. Hein. En tout cas, il a bien dit, si vous voulez brûler le Bénin, nous allons le brûler ensemble. Eh bien voilà, on va souhaiter qu'on n'arrive pas à cette extrémité. Alors, je voudrais vous écouter. Qu'est-ce que vous reprochez, je dirais, au travail qui a été fait, à ce toilettage du code électoral? C'est quoi les griefs que vous avez? D'abord, nous avons le constat que les députés, je crois, les élus de la mouvance, sont souvent peut-être frileux quand il y a la stabilité électorale. Pourquoi? Ils préfèrent toujours créer des situations pour qu'il y ait l'exclusion, parce que c'est des gens, qu'il faut le reconnaître, ont travaillé pendant 8 ans contre leur propre peuple. Et au lieu de chercher les voies et moyens pour se réconcilier avec leur peuple, pour que leur peuple puisse comprendre, justement, et peut-être accepter, pardonner, non, ils réfléchissent à longueur de journée à comment exclure une bonne partie du peuple. Qu'appelez-vous exclusion dans ce qui a été fait? L'exclusion, c'est simple. Vous voyez le code électoral qui vient d'être adopté. Oui. Voilà. L'addition de la Cour constitutionnelle avait dit qu'il fallait justement rétablir l'égalité entre les maires qui sont comment dire, en 2026. Oui. Nous savons effectivement qu'il y a des préfets, le compte le connaît là, qui peuvent justement traîner dans l'installation de certains maires pour que justement ils ne puissent pas parrainer. Donc la Cour constitutionnelle, voyant venir ce problème, a dit qu'il faut rétablir l'égalité. Soit vous décidez que c'est les maires actuels, soit les maires de 2026. Oui. C'était que ça. Et c'est pourquoi, effectivement, d'entrée, l'honorable Bakou Arifari avait posé justement sa question préjudicielle qui était quand même normale. Parce que vous êtes venu, parce que la Cour vous a dit qu'il faut faire un travail. Oui. Mais il faut quand même comprendre qu'au niveau des partis les démocrates, il y avait des griefs déjà que nous avions contre le code électoral. Notamment justement ce mécanisme d'abord de parrainage, le pourcentage de base qui était de 10% déjà. Il y a aussi cette question de quitus fiscal, il y a aussi les coordinations d'arrondissement. Parce qu'il y avait quand même une seule personne. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise du parti des démocrates, n'est-ce pas, qu'il a de mal à respecter les tests en vigueur? Ah non, absolument pas. Quand vous voyez le contexte dans lequel justement les choses se sont passées, et c'est eux, à tout moment, qui ont décidé. Nous, on n'a pas participé justement à l'élaboration de ces codes. Mais néanmoins, quand même, vous voyez, depuis l'élection législative passée, les démocrates, quand même, malgré jusqu'à la veille, les démocrates ne savaient pas qu'ils allaient participer aux élections. On est arrivé quand même à s'adapter et sortir avec 28 députés. Je pense que c'est la belle preuve, quand même, que nous nous adaptons aux règles. Même aux élections présidentielles de 2021, malgré que nous n'étions pas encore là, nous avions quand même respecté ce principe de duo, etc. etc. C'est simplement les parrains qui nous ont manqué en ce moment, qu'on n'a pas voulu nous donner. Donc les démocrates respectent carrément totalement tout ce qui est les lois républicaines. D'accord. Alors plateforme de la société, des plateformes électorales des organisations de la société civile, on sent que vous avez de griefs, n'est-ce pas, contre le travail qui a été fait par les députés à l'Assemblée nationale. On va prendre le volet parrainage. Qu'est-ce qui vous pose problème exactement? Alors, le grief n'est pas contre le travail qui a été fait, mais c'est contre tout le processus, en fait. Parce que, je l'ai rappelé, et il faut le dire, depuis déjà le 22 dernier, la plateforme électorale a fait une déclaration, d'accord, sur comment est-ce que le processus est conduit. Il ne faut pas voir tout ce qui se dit aujourd'hui comme débat, il ne faut pas résumer ça à ce qui s'est passé hier, en fait. Et je dis que le travail que la plateforme fait, c'est un travail méthodique de collecte d'informations au moment du déroulement des processus électoraux. Vous estimez qu'on ne vous a pas écouté? Oui.
Je vous dis que le vendredi, je crois, il y a une semaine environ, la plateforme a soumis une demande auprès de la commission des lois pour être reçue en audience. Parce que dès que les propositions fusées, ça a été déposé à l'Assemblée nationale, nous avons reçu ces propositions-là et un travail technique a été fait là-dessus. Et nous avons demandé à être reçus à l'Assemblée nationale auprès de la commission pour pouvoir discuter de ces propositions. Cette demande est en cours, nous n'avons pas reçu de retour par rapport à ça, quand subitement nous avons compris que hier, le test devait être discuté et a été discuté. Certainement qu'à cause de ce travail, n'est-ce pas, les députés, pour ne pas dire l'Assemblée nationale, on était occupés pour ne pas pouvoir se montrer disponible à vous écouter. Non, mais vous pensez que c'est normal, même c'est bien regrettable. Vous savez, quand on parle d'un processus électoral et la discussion sur le test qui doit conduire ce processus devait aller au-delà du Parlement. La question, c'est que pourquoi est-ce que la Sénat offre à des organisations la possibilité de descendre sur le terrain pour suivre le processus électoral? Et ça, c'est un autre biais que nous avons avec la Sénat. Voilà une organisation qui offre des accréditations à des structures qui vont sur le terrain, d'accord, qui font un travail d'observation. Et après, cette institution-là veut faire des amendements pour améliorer le test qui organise les élections et n'est même pas en griffe fichue d'écouter ces organisations auxquelles il a délivré des accréditations pour aller sur le terrain pour dire, mais quand vous avez été sur le terrain, quelles sont les difficultés que vous avez remontées? Et nous n'avons pas attendu ça. En octobre dernier, lorsque nous avons été sur le terrain, particulièrement Changement Social Bénin a élaboré un rapport sur les élections de 2023. Et après ça, nous avons invité un certain nombre d'organisations de la société civile, les 3 partis qui sont au Parlement actuellement ont été invités et ont assisté à un débat, à une discussion où nous avons présenté les résultats que nous avons. Et déjà, c'est depuis ce moment que nous avons commencé à sonner l'alarme sur les questions de logistique au niveau de la Sénat. En clair, on vous écoute quand même. Comment? En clair, on vous écoute. Qui nous écoute, visiblement? Parce que quand vous voyez ce qui a été adopté, vous avez l'impression que nous avons été écoutés. Peut-être que vos amendements n'ont pas été pris en compte, mais au moins, je crois qu'il y a eu Je viens de vous dire que nous avons demandé une audience que nous n'avons même pas. Oui. Mais alors, vous venez également de dire qu'au cours de vos travaux, n'est-ce pas, vous avez eu les 3 partis qui siègent au sein. Mais nous avons l'impression que rien. C'est là le problème même de la participation. La participation n'est pas seulement le fait d'organiser des ateliers, et ça, c'est un défaut de la démocratie participative de manière générale. Ce n'est pas le simple fait d'écouter les gens, mais quand vous les écoutez, qu'est-ce que vous en faites? Entre autres, vous reprochez le fait qu'on n'ait pas pris, je dirais, vos recommandations en compte. Bien évidemment. D'accord. Alors, Moël Bénin, on dit que l'objectif qui est poursuivi, n'est-ce pas, c'est d'améliorer, je dirais, l'animation de la vie politique au Bénin avec les questions de parrainage, avec en tout cas une bonne dose de mesures pour filtrer les choses. Est-ce que vous appréciez les choses de cette manière? Merci bien, monsieur Aounou. Je voudrais rebondir sur la dernière phrase de mon frère de droite. Josué Dohami. Monsieur Josué, quand il parlait de c'est un défaut de la démocratie participative. Je voudrais que nous tous, nous puissions nous concentrer sur nous sommes en démocratie. Voilà pourquoi, à l'entame, dans mon propos liminaire, je disais les choses se sont déroulées selon les règles. Si nous sommes républicains, nous restons collés au test. Le vote de la loi s'est-il passé selon les règles? En la matière, la réponse, qu'on soit démocrate, qu'on soit d'un autre parti, c'est oui. C'est clair. Ça fait partie des défauts de la démocratie, comme l'a dit M. Josué tout à l'heure. On aurait, pour une loi aussi importante, tout comme la tentative de révision de la Constitution, souhaité une concertation beaucoup plus élargie. Mais ce n'est qu'un souhait. On aurait souhaité... Qu'est-ce qui pressait? On aurait souhaité... C'est un souhait. C'est tout comme si quelque chose nous pressait. D'accord? Et nous conduisait à aller. Alors qu'on a 2 ans, oui, justement. On a tout le temps. Qu'est-ce qui nous pressait? L'Assemblée nationale n'a-t-elle pas reçu l'invitation de la Cour constitutionnelle pour toucher au code qui n'a pas fixé de délai? Au passage. Je suis d'accord. Oui, mais l'Assemblée nationale est aussi a aussi les prérogatives pour décider du délai dans lequel il peut travailler. Voilà. Ils sont en vacances parlementaires pour pouvoir permettre qu'ils reprennent d'abord. Je suis d'accord. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, ce que nous déplorons,
c'est que pour une loi aussi importante, je ne dis pas que d'autres lois ne le sont pas, on se serait attendu à une concertation plus élargie et ne pas confier la restructuration pratiquement du destin politique du pays à 3 partis politiques. Mais inviter d'autres franges de la société à participer à la construction, à la conception de cet outil-là, qui éminemment est un souci qui devrait être un souci de paix, de promotion de la paix dans le pays. Alors, parti les démocrates, vous avez écouté les députés de la mouvance qui rappellent le fait que nous soyons dans un contexte de la réforme du système partisan et qu'il faut travailler à éviter, je dirais, les candidatures fantaisistes. Il faut d'une manière ou d'une autre filtrer pour qu'il y ait une forme de discipline dans l'animation de la vie, de la vie politique. C'est peut-être ce qui a prévalu et que les rapports de force ont joué à la faveur des partis de la mouvance. Absolument pas. Vous avez écouté tout à l'heure l'honorable Eric Ondete qui disait que c'est une escroquerie politique. C'est son analyse. Oui, c'est son analyse. Oui. Mais quand même, les autres ont une analyse contraire et l'ont bien défendue. Je sais très bien. Mais ils nous ont vendu très cher ce code électoral, ce système partisan. Ils ont crié sur tous les toits que c'est le meilleur système partisan que nous avions et qu'il fallait prôner cela et qu'il ne fallait pas retoucher, c'est-à-dire qu'il fallait continuer. Et dans la continuation, on peut toujours apporter des améliorations. Bien évidemment, mais seulement que là, ils ont fait une refonte totale de ce que justement ils étaient en train de faire. 10%, on dit non, il faut éviter les candidatures fantaisistes, etc. 2 jours après, vous trouvez que non, il faut aller à 15%, il faut aller mettre 20% dans les circonscriptions électorales, etc. Est-ce que l'inquiétude du parti des démocrates, ce n'est pas de se trouver peut-être incapable à réunir, je dirais, les 15% sur l'ensemble du territoire national et pourquoi pas 20% là où c'est exigé? Vous-même, vous comprenez que le peuple, le parti des démocrates est en phase avec le peuple. C'est eux qui justement sont en difficulté avec ces pourcentages. Vous parlez comme si on était déjà lors des élections générales de 2026. Prenez le pouls du peuple à travers les réseaux sociaux, à travers justement les descentes sur le terrain, vous comprenez ce que le peuple vit depuis 8 ans. On a dit de serrer la ceinture. Les ceintures sont même cassées. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu justement ce qu'il fallait avoir après avoir serré les ceintures. Tout le peuple est affamé aujourd'hui. Et au lieu de leur donner le pain, au lieu de leur donner la liberté et la dignité, on ne fait que leur donner des lois qui, justement, leur permettent pas, justement, de choisir en toute transparence, en toute équité, leurs dirigeants. Et c'est une manière, justement, pour eux de s'éterniser. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, tous les pièges qui sont dans le code électoral, ont un seul but. Faire en sorte que le parti des démocrates ne puisse pas participer aux élections. Parce que si justement les démocrates participaient, c'est quand même un handicap de taille. Ça vous inquiète, c'est ça? Mais la non-participation, bien évidemment. Vous voyez à combien d'élections nous a écartés délibérément. Certificat de conformité. Les partis satellites de la mouvance, faute mineure, ils ont accepté ça. Et lui, je trouve que, j'ai quand même aimé qu'il critique de façon sincère ce qui s'est passé parce qu'eux, ils sont plus en difficulté que nous. Ils sont parmi des soutiens de ces partis. Vous savez, la proposition que nous avons amenée à l'Assemblée nationale, c'est la proposition de toute l'opposition. Nous avons appelé toute l'opposition, mis à part peut-être l'FCB, peut-être qu'ils ne sont pas venus bien de sauver l'espoir. C'est quand même la proposition d'une bonne franche, quand même de l'opposition qui a été proposée à l'Assemblée nationale. Eux, est-ce que ça a été le cas par exemple? On les a oubliés dans le système. Comme quoi, eux, ils doivent travailler pour justement les deux partis, sciemment de la mouvance, et que, bon, voilà quoi, on les oublie, eux, bon, ils ne sont pas importants. Alors que voilà, c'est pas normal. Dans un système comme ça, quand vous êtes même si dans une mouvance, vous vous concertez et après avoir fait cela, vous revenez justement vers aussi les autres pour les faire comprendre. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi? Alors qu'on est à 2 ans des élections. Qu'est-ce qui précède? Pourquoi quand la Cour constitutionnelle dit allez-y et rétablir l'équilibre, vous dites constitution. En même temps la constitution. C'est comme si par exemple quelqu'un qui veut faire rentrer un lit, voilà, dans une chambre, il trouve que la porte est très petite. Au lieu de dévisser, je sais pas, le lit pour faire entrer, il décide de démolir D'accord, on va faire un tour à la régie, n'est-ce pas? On va suivre ce visuel, on revient et on fait le commentaire. C'est, je dirais, les propos du député Faribago. L'article 3 de la décision DCC 2024-001 stipule ce qui suit. Dit que l'Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et, d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.
De ce qui précède, Monsieur le Président, on peut aisément déduire que la Cour constitutionnelle demande à la représentation nationale de résoudre deux problèmes. L'un relatif au parrainage des maires et l'autre, une correction d'une erreur matérielle qui, du reste, n'est qu'une correction de forme pour mettre en harmonie un article du Code électoral, norme inférieure, avec un article de la Constitution, norme supérieure. Il est clair que dans son esprit et dans sa lettre, la décision de la Cour constitutionnelle est une demande de mise en conformité à la Constitution de ces deux préoccupations à travers la relecture des articles pertinents du Code électoral. Or, les propositions Akenatonde et Nourenou Achade touchent à des questions qui ne relèvent pas de la mise en conformité demandée clairement par la décision de la Cour constitutionnelle. Ainsi, la proposition Akenatonde, en demandant de fixer à 35 jours le délai de dépôt de candidature à l'élection présidentielle, touche, par exemple, au droit de parrainage des députés de la 9e législature que la décision de la Cour constitutionnelle n'a jamais mise en cause. Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président, il est clair que toutes les dispositions proposées par les deux propositions relatives à qui concernent donc la révision, ou du moins la relecture du Code électoral, qui vont au-delà de ce qui est demandé, ne devraient pas être prises en considération. Je pense, Monsieur le Président, que la Cour, en prenant la décision, nous appelle ainsi à notre sens de responsabilité en tant que représentants de la nation élus pour agir dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise tout entière pour la préservation de la paix sociale, de la stabilité et de la sécurité de nos concitoyens que nous représentons ici dignement. Je demande alors, en conséquence, l'ajournement du débat sur cette question jusqu'à ce que les conditions évoquées ci-dessus soient levées de manière à ce que nous restreignions la relecture aux deux seuls points soulevés par la décision de la Cour constitutionnelle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, Nassirou Arif Bako, député à l'Assemblée nationale, il est du parti Bloc républicain. Alors Josué Dohami, vous avez écouté Nassirou Arif Bako, je dirais c'était d'entrée pour recentrer le débat en invitant les autres collègues députés à se conformer à la demande de la Cour constitutionnelle, mais visiblement à l'arrivée on a constaté qu'on est allé au-delà. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire? Comme je le disais, même si la Cour n'avait pas pris une décision en janvier, même si les députés n'avaient pas pris la mesure de la situation pour introduire des propositions de loi, pour amender le code électoral. Si cela n'avait pas été fait, il fallait le faire, en fait, parce que du point de vue de la société civile, dont je porte la voix ici, sinon la voix de la plateforme électorale, il y avait bien de difficultés, dans le code électoral, où, à la pratique, nous avons relevé un certain nombre de choses qui devaient être corrigées. Donc, sur le fond de ce débat-là, de savoir s'il faut s'en tenir à ce que la Cour a demandé ou pas, pour la société civile, pour nous, moi, je pense que ce n'est pas vraiment très, très pertinent parce que ce soit que la Cour ne l'ait pas fait, l'ait fait ou pas, que les députés aient pris la mesure de la chose pour introduire, c'était des points de plaidoyer que nous avons déjà commencé à initier, je vous l'ai rappelé tantôt, depuis octobre, depuis la sortie des élections, parce que nous avons reçu l'accréditation, nous avons été sur le terrain, nous avons fait un travail d'observation et nous avons constaté qu'il y a des difficultés et il fallait trouver de toute façon le moyen de toucher le code électoral. Wilfried Biahoundé, c'était nécessaire d'aller au-delà? Merci bien, M. Aounou. Je voudrais, avant de répondre à la question, dire qu'aujourd'hui, le peuple béninois, je le félicite encore, est un peuple qui, d'année en année, acquiert de la maturité en politique face aux propos de certains hommes politiques. Quand nous sommes politiques dans une démocratie, nous devons jouer le jeu selon les règles. Alors, quand un député parle d'escroquerie politique, je descends sur votre question.
L'invitation de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale ne limite pas le pouvoir de modification de l'Assemblée à ces deux règles-là. D'ailleurs, Moël Bénin avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle en vue de demander à la Cour, d'ailleurs l'affaire est toujours pendante, de demander à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnelles les dispositions demandant à ce qu'un ressortissant béninois de la diaspora qui doit participer aux élections législatives, qui impose un critère de résidence annuel, 1 an de résidence. Il n'y a aucune autre élection dans le code électoral ici qui dispose de cela. D'accord. Si dans la foulée, la Cour constitutionnelle avait admis cette proposition de Moël Bénin, dites-moi, est-ce que pendant cette révision du code électoral, est-ce que cette correction-là n'aurait pas été ajoutée? Je rejoins les propos de M. Josué, il y avait des imperfections. C'est un acte fait d'homme. C'est normal que on estime qu'il y avait des imperfections, mais dans la correction qu'on a souhaité, visiblement, on a essayé de corser les choses et que c'est interprété comme une façon de gâter ce qu'on souhaitait corriger. Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que, oui, il y avait des problèmes dans le premier code électoral, en tout cas le code électoral qui nous a conduit aux dernières élections législatives de 2023. Mais quand on a souhaité corriger ce code électoral en 2024, les retouches qu'on a apportées semblent aggraver la situation selon les interprétations. Vous avez bien dit selon les interprétations. Nous avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, que Moël Bénin prend acte de ce qui a été fait. Acte de ce qui a été fait, cela ne nous empêche pas de rester critique par rapport au contenu du document. Restant critique par rapport au contenu du document, nous gardons pieusement la foi. 2026, c'est encore loin. Des choses peuvent encore se passer. Les représentants de l'État, du peuple sont au service du peuple. 2026, c'est encore dans 2 ans. Et tout est encore possible de revenir sur cette loi-là et de prendre en considération ce que le peuple réclame. Parce que le peuple, visiblement, nous le savons, parce que nous sommes très très collés au peuple, n'est pas en accord avec ce code électoral. Nous restons pieux en espérant que l'Assemblée nationale, la représentation nationale viendra à écouter les aspirations du peuple. Tout est encore possible. D'accord. Abdelaziz Maïdawa, vous allez réagir tout à l'heure. Je voudrais qu'on retourne encore à l'Assemblée nationale, en tout cas à travers la régie, pour écouter un autre député de l'opposition. On avait déjà décrié le fait qu'on a demandé que ce soit 10%, qu'on puisse avoir 10% de l'électorat pour être éligible. Cette condition a fait aujourd'hui que à Porte-Nouveau, un parti qui a été battu est maire. Tout le monde est conscient de cela. Donc, et c'est antidémocratique. Vous ne pouvez pas être dirigé par des gens que vous n'avez pas choisis. Donc, il faudrait que, franchement, que ces amendements-là, on devrait revoir ça pour pouvoir permettre à tous les partis politiques de pouvoir participer à la vie politique. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On passe de 10% à 15%. Ce qui est inconcevable. Dans aucune démocratie au monde, on ne peut pas me donner cet exemple-là. C'est un exemple de pays où cela se passe. On dit 10% et ça exclut déjà, et on va à 15%. Dans quelle logique sommes-nous? Certains ont dit que ça émane des conclusions de dialogue de 2019. Ce dialogue de 2019, juste après le dialogue, il y a des participants au dialogue qui ont décrié les conclusions de ce dialogue-là, qui ont dit qu'ils n'ont pas c'est-à-dire ils n'ont pas discuté de certaines clauses qui sont dans les conclusions de ce dialogue. On ne peut pas se servir de ça pour pouvoir bâcler ce que notre Constitution dit. Donc, à part les 15%, il y a les 10%. Les 20% dans une circonscription électorale. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Où allons-nous? Donc, ce sont des amendements venus à la dernière minute. Je le dis à la dernière minute. Il a fallu une suspension de plénière et que le président de la commission des lois demande 30 minutes pour nous en informer, nous, membres de la commission. Il a exclu les autres commissions qui sont saisies pour avis. Et c'est passé vite. On lit à la diagonale et puis on dit, bon, c'est adopté parce qu'ils ont la majorité écrasante.
D'accord, je vais vous écouter, M. Abdelaziz Maïdawa. Je vais vous écouter sur les deux aspects. Le fait qu'on est allé, je dirais, au-delà de la demande de la Cour constitutionnelle avant de revenir, je dirais, sur un détail du parrainage. D'abord, à l'entame, j'avais dit que le problème que le député Bakou Arifari a posé était tout à fait légitime. Parce que la Cour constitutionnelle avait demandé que on puisse rétablir l'égalité au niveau des maires. Au niveau des députés, c'est acquis, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc lui, il allait dans le sens où il faut strictement rester dans le cadre justement des injonctions de la Cour constitutionnelle. Mais nous, on partit les démocrates, nous, on avait déjà beaucoup de griefs contre le code électoral. Et nous, on espérait qu'au moment où ce code électoral allait être révisé, il fallait qu'on aille dans le sens de la justice, de l'équité. Il fallait corriger tous les problèmes justement que nous avons connus par le passé. Donc c'est pourquoi, effectivement, étant d'accord sur le point, au moins sur ce point, parce que le parrainage était acquis pour les députés. D'accord. Donc il ne fallait pas peut-être... Mais il fallait quand même aussi profiter de l'occasion et tenir compte justement aussi de ce que la société civile disait, et bien évidemment aussi de notre cher ami de Moël, qui aussi ont fait des propositions. Il fallait tenir compte de tout ça là et voir ce qui allait être bien pour le peuple. Ça, c'était... Maintenant, pour ce que, voilà quoi... le député Sounan Bouquet, que je le rappelle aussi le coordinateur communal de Banikora, a dit. Je crois qu'il a totalement répondu justement même à ce que je devrais dire ici. Vous imaginez que voilà quoi, les Potonoviens ont élu les conseillers PRD et que ça soit un autre parti qui vient les gouverner. Alors où est la légitimité? Même si c'est légal, c'est totalement illégitime. Comment moi tu vas venir me gouverner alors que j'ai jamais voté pour toi? La majorité ne te connaît pas, la majorité ne veut pas de toi. Mais on t'oblige, on t'impose parce que c'est ce que la loi dit. On a vu que ça n'a pas bien fonctionné. Parce que la loi dit, n'est-ce pas, je dirais, d'être connu, en tout cas d'avoir un parti qui est représentatif sur le plan national, pas forcément être connu, je dirais, dans votre circonscription électorale ou bien juste dans votre quartier. Je pense que c'est cette dictature de la loi. Je pense que c'est cette dictature de la loi qui s'est imposée, je dirais, à Porto Novo. Eh bien, ça ne devrait pas être une dictature parce que ce que nous voulons, justement, dans le cadre du processus de la décentralisation, c'est justement la gouvernance, justement, de proximité. On se connaît, on se fait confiance et on vous met devant, n'est-ce pas? Mais quand c'est celui qu'on n'a pas mis devant, parce que son parti, quelque part, est majoritaire, nous on dit que c'est pas normal. Comment lui pourrait comprendre nos douleurs, nos problèmes et nous aider à les régler si lui justement il ne sort pas, il ne connaît pas ce qu'il est. Donc ça pose quand même un problème de fond, un problème de légitimité. D'accord, Josué Dohabi, on va évoluer en écoutant avec vous, je dirais, la position de la plateforme électorale de la société civile, des organisations de la société civile sur ce qui sera fait à la fin. C'est-à-dire qu'après ce vote par les députés, n'est-ce pas, vous avez pondu un communiqué, vous avez, je dirais, quelques exigences, pour ne pas dire quelques recommandations. On voudrait vous excuser. On voudrait vous écouter sur ces aspects-là. Alors, merci. La déclaration qui a été publiée aujourd'hui, dans la foulée après l'adoption hier, a mis l'accent sur un certain nombre de points, parce qu'il faut le rappeler. La société civile qui observe, d'accord, ce qui se passe et qui est une force de proposition, d'accord, reste toujours dans une démarche de voir ce qui est prévu, de tirer conséquence de la pratique et de suggérer aux acteurs politiques qui sont les seuls habilités, qui ont la responsabilité, d'accord, de prendre un certain nombre de dispositions pour que les choses s'améliorent. Donc, dans cette démarche donc, de plaidoyer, je crois que nous sommes en République et comme le collègue le rappelait, qu'il y a des règles en la matière. Donc, dès lors que il y a adoption d'une loi à l'Assemblée nationale, la Constitution donne l'habilitation à un certain nombre d'acteurs qui peuvent encore agir. D'accord ? Quand vous prenez les articles 57, en ce qui concerne le président de la République, qui a la possibilité d'agir, il y a également les députés, d'accord, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour que on examine le contenu. Vous savez, hier, dans les discussions, il y a un député qui évoquait déjà cette possibilité parce que sur la question des pourcentages, d'accord, on peut faire l'analyse et dire que à la limite on désire, on veut assainir l'environnement d'accord, des partis politiques. Mais après, il y a des tests dans la République. Quand on parle du pluralisme, d'accord, des partis politiques, politique plutôt, ce n'est pas un mot qui est vain, d'accord. Et ce que nous demandons, c'est qu'on soit cohérent. Les 15% d'un côté de 20 et 20% de l'autre, vous trouvez ça trop corsé?
nous avions fait des suggestions même dans ce sens. C'est vrai que je n'ai pas envie de déballer tout ça ici parce que nous estimons que nous avons fait une démarche administrative qui est responsable et institutionnelle. Et même si on ne voulait pas nous recevoir, il fallait répondre dans les formes, d'accord, pour dire nous ne voulons pas vous recevoir. Donc revenir à la question des propositions que nous avons évoquées dans cette déclaration, vous voyez, et que nous interpellons, d'accord, nous invitons, d'accord, les députés qui ont cette qualité, suivant l'article 121 de la Constitution, si vous permettez, qui dit que la Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Donc cette loi peut faire l'objet, d'accord, d'une demande d'une seconde délibération au cas où... Vous espérez? Nous espérons. Et ce que nous disons dans cette déclaration, c'est bien ça. C'est que nous invitons les députés qui ont cette qualité-là, à emprunter cette voie, qui est la voie que nous appelons la voie du plaidoyer juridique, qui consiste, d'accord, à demander aux institutions juridiques et juridictionnelles qui ont l'habilitation, d'accord, de le faire, de pouvoir prendre leurs responsabilités, mais quand les acteurs prennent les responsabilités et les actionnent en leur demandant de le faire, mais également le chef de l'État, d'accord, qui a cette possibilité de demander une seconde délibération sur la question, et nous restons bien évidemment ouverts, d'accord, parce que tout est encore possible, nous restons ouverts, d'accord, et que cette demande que nous avons soumise ici, j'insiste là-dessus, pour qu'on puisse être entendu, parce que quand on parle, d'accord, de ce que les choses ont été faites suivant les règles de l'art, mais pardon, de quelles règles est-ce que nous parlons? De quelles règles est-ce que nous parlons? Ce sont les députés qui votent les lois. Les lois, il y a eu le débat à l'Assemblée nationale et les députés, n'est-ce pas, qui sont habilités ont voté. L'opposition s'est exprimée, la mouvance également. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement en ce qui concerne le processus tel que qualifié par Viaoundé? Je vous ai dit tout à l'heure que sur la base, et ça c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a dit, sur la base de l'article 34.7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y a la possibilité pour les autres forces vives de la nation, comme la société civile, d'intervenir dans le débat. Nous avons emprunté cette voie, nous avons saisi, nous n'avons pas été entendus. Vous pensez que les choses ont été faites dans la... Ça, c'est pas une règle. Ça aussi, c'est une règle. Donc, nous dit que les choses ont été faites dans les règles de l'art, ce n'est pas vrai. Ça aurait été plus intéressant. Ça aurait été plus intéressant si on avait un membre de l'Assemblée nationale pour répondre plus clairement pourquoi peut-être votre démarche au sein du Parlement n'a pas eu gain de cause. Alors, je reviens vers vous, Wilfried Biaoundé, en ce qui concerne le parrainage. Pour être éligible à l'attribution des sièges aussi bien à la députation qu'aux conseils communaux et municipaux, il faut 20% du suffrage au plan national. Beaucoup estiment que c'est trop. Est-ce que Moël Bénin a la même appréciation des choses? Monsieur le journaliste, pendant ce que certains politiciens ont qualifié de cabale contre les producteurs de soja, j'étais à Boukoumbe et la question m'avait été posée avec un parterre de jeunes comme moi. Nous avons discuté, j'ai posé certaines questions. Et finalement, ils ont compris. Et je leur ai dit, si nous sommes des intellectuels, si nos parents ont investi sur nous, et que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est un crime. Si nous comprenons ce qui se passe dans la République, et qui ne les arrange pas, mais que nous n'osons pas leur expliquer. Leur agent a permis que nous comprenions ce qui se passe. Notre devoir envers eux, c'est de pouvoir le leur expliquer. Quand dans l'élément qui vient de passer, l'homme à l'écran disait vous ne pouvez pas être dirigé par des dirigeants que vous n'avez pas choisis. Je reviens toujours au fait que nous sommes dans une république. Les choses peuvent ne pas se passer de la manière dont nous l'aurions souhaité, mais tant qu'elles se passent selon les règles, on ne peut que s'y plier et espérer, en utilisant les canaux disponibles, qu'il y ait un rétro-pédalage aux États-Unis. Hillary Clinton a perdu les élections avec 3 millions de voix au-dessus de Donald Trump. Parce que le système partisan états-unien le permet. Si dans le code électoral béninois, la question des 10% n'a pas permis qu'un certain parti ayant battu à Porto-Novo, ayant battu dans ce quartier de Agbokou, à Porto-Novo, n'ait pas pu contrôler la ville de Porto-Novo,
c'est en considération des règles. Nous sommes l'élite. Quand nous comprenons le fond des choses, je pense que nous devons de pouvoir l'expliquer. D'accord. 20%. Je suis d'accord que 20%, c'est corsé. Mais l'intention derrière les 20%, c'est parvenir à des ensembles politiques d'envergure nationale, parvenir à des ensembles politiques de grande envergure. L'intention est noble. Moi, le Bénin ne trouve pas que c'est malvenu. Moi, le Bénin, juste, aurait souhaité, comme je l'ai dit et que je le répète, que pour des lois de cette envergure, des lois qui peuvent façonner, transformer le destin d'un pays, que la concertation pour leur prise soit plus large. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 2026, c'est encore loin. Moi, le Bénin continue à faire ce que moi, le Bénin peut faire avec les armes que moi, le Bénin détient pour que les députés puissent entendre raison. Nous continuons toujours, pas espérer que cette loi, on pourra toujours y revenir. D'accord, le temps passe vite. On va donner la parole maintenant au coordonnateur du parti Les Démocrates à Karim Maman, c'est Abdel Raziz. On ne peut pas dire que tout est mauvais. Qu'est-ce qui, selon vous, je dirais à cœur ouvert, qu'est-ce qui, selon vous, a marché dans cette révision du code électoral? Justement, je n'en vois pas. J'ai du mal à voir. Moi, je ne vois que les problèmes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous dise qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir? On va vous taxer d'aveugle parce que peut-être vous faites exprès de ne pas voir. Nous faisons partie du jeu et c'est parce que nous savons justement que si nous ne faisons pas ce que nous faisons, nous risquons de subir une fois encore de plus cette injustice que nous essayons de parler pour que tout le monde puisse comprendre. Quand vous parlez aujourd'hui de la légalité, que dans le processus, tout a été respecté, etc. C'est pas vrai. Parce que c'est vous-même qui avez dit entre-temps que il faut supprimer les alliances de partis, etc. etc. Maintenant, vous revenez encore nous dire encore qu'il y a une forme d'alliance qu'on peut avoir avec, c'est pas une histoire de gouvernance, etc. devant la Sénat. Peut-être que l'évolution des choses nous amène, n'est-ce pas, à faire face aux réalités et à adapter les tests en conséquence. Bon, maintenant, le parrainage, on dit le parrainage est individuel, etc. Maintenant, vous dites que vous êtes obligé de donner ça à quelqu'un, que vous allez choisir, que le parti choisira. Et que ça aussi, c'est bien, c'est constitutionnel, c'est légal. Mais il y a ce genre de problème qui se pose au niveau même de la légalité. La légitimité même totalement, c'est que ce coup de la Pensez-vous que les choses ont été pensées exprès? Mais exprès, nous le savons. D'abord, il y a un député, quand on a rejeté la Constitution. Et ça fait peur au parti des démocrates. Il y a un député qui a dit, mais voilà, en termes de représailles, vous allez boire chaud, vous allez faire ci, etc. Et on a vu ça. Vous voyez? Mais j'espère, et il a quand même sorti une phrase. J'espère, 2026 c'est encore loin. J'espère vraiment que les gens s'en rendront. Si loin et si proche, il faut le reconnaître. Bon, j'espère que dans les semaines à venir, que ces mêmes députés-là comprendront que la loi ne doit pas être personnelle. La loi doit être impersonnelle parce que les choses changent. Il suffit justement que nous arrivons au niveau du Parti des démocrates à changer un seul paramètre, c'est eux qui se retrouvent en minorité et nous en position de pouvoir. Il faut qu'ils comprennent ça. Et c'est pourquoi même j'ai compris, par exemple, j'aurais aimé vraiment que notre ami du bloc républicain soit là pour pouvoir défendre ce que justement son parti a eu à faire. Ça l'a eu à faire. C'est parce qu'il y a une position difficile que je sais qu'il a fait la politique de la chaise libre. Non, on va pas dire ça. On a du mal à se justifier. Lui, il n'a pas participé, son parti n'a pas participé. On n'a pas eu sa raison officiellement, mais effectivement, il était invité. Arnaud Quincy Abou Dogba, n'est-ce pas, qui est le coordonnateur national adjoint de la jeunesse du Parti Bloc républicain. Il est en même temps le chef d'arrondissement de l'Issezou, c'est dans la commune de Boycon. Il était attendu par ici, mais malheureusement, n'est-ce pas, il nous a faussé. Est-ce qu'il faut dire qu'il nous a faussé compagnie? Il n'a pas répondu à l'invitation à la dernière minute sans grande raison. On va espérer, n'est-ce pas, qu'il nous revienne sagement avec, je dirais, les raisons qui ont justifié son absence. Le temps passe vite. Josué, je voudrais votre mot de conclusion. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette actualité liée à la révision du code électoral. On va s'offrir sans doute un nouveau plateau pour en débattre. Alors, je vais vous écouter sur votre mot de conclusion. Alors, merci déjà pour cette possibilité que vous nous avez donnée de donner davantage de la voix à ce que la société civile fait. Et je voudrais repréciser encore une fois que notre rôle, c'est d'utiliser aussi les canaux républicains pour pouvoir nous positionner par rapport à l'actualité. Et aujourd'hui, la position de la plateforme électorale dont Changement Social Bénin est membre
cette position, elle est connue. C'est que cette révision qui a été opérée, on pouvait faire mieux et on doit faire mieux. C'est pourquoi nous continuons d'espérer. C'est la mention que vous donnez au travail des députés. Oui. On peut mieux faire. On peut mieux faire. Et on doit mieux faire. Parce que j'ai aussi un peu de crainte quand on dit que que 2026 est encore loin et qu'on peut encore faire un certain nombre de choses. Je crois que le législateur lui-même, même si la Constitution lui en donne le droit, on doit avoir de la main qui tremble quand on touche à un certain nombre de choses. Nous n'avons pas constaté qu'on a suffisamment tremblé pour toucher ce test qui est quand même fondamental parce que c'est ça qui organise la République. Si nous n'avons pas des élections qui sont organisées dans un contexte, d'accord, qui donne de la confiance, qui donne de la célérité, parce que quand on invite la population à la célérité c'est dans les faits. Ce n'est pas surtout dans les mots que vous... C'est d'abord dans les faits, dans les actes que vous posez qui convient les gens à de la sérénité, à de la paix. Ce n'est pas les actes que vous donnez d'abord le ton pour la paix et après, dans ce que vous dites, on peut penser que vous allez inviter à la paix. Donc la plateforme électorale reste toujours disponible, reste toujours demanderesse de cet espace de dialogue et d'échange pour pouvoir verser ses contributions et nous espérons, nous sommes sûrs que cela va arriver. Wilfried Biaoundé. Je voudrais commencer mon propos en surfant sur une de vos phrases tout à l'heure quand vous avez dit nous allons pouvoir avoir un autre plateau pour pouvoir nous prononcer sur la question. Très intéressant. Moi, le Bénin, nous évitons généralement à moi, le Bénin, de faire des débats d'émotion, surtout sur des sujets aussi sensibles que ceux-ci. Depuis aujourd'hui, la cellule juridique du parti a été saisie de cette nouvelle loi pour la décortiquer en vue de faire un travail de qualité à présenter au peuple avec des analyses pertinentes. Donc nous espérons pouvoir avoir cette opportunité-là en vue de venir nous expliquer un peu plus. Là, tout de suite, je dis, nous sommes sur une république, je le dis et je le répète. Moi, le Bénin, même si il n'est pas en phase avec ce qui a été voté hier à l'Assemblée nationale, nous prenons acte parce que nous sommes des républicains. Nous prenons acte et nous espérons. 2026 est encore loin. Nous espérons que des pas, de meilleurs pas seront posés vers l'inclusion. De meilleurs pas seront posés vers un code électoral qui prend réellement en considération les aspirations de tout le peuple. Alors, Abdelaziz. Je tiens à vous remercier. C'est un plaisir. Saluer aussi mes vis-à-vis. Merci. Et je tiens aussi à saluer aussi les téléspectateurs. Et j'aimerais finir en disant que nous savons au Parti des démocrates que tout ce cirque-là est orienté contre nous. C'est-à-dire arriver justement à nous exclure des élections à travers justement ce code. Et vous savez, ce code, c'est l'expression même de ce qu'on peut qualifier de putsch électoral. Parce que quand on regarde justement la façon dont les choses ont été maillées, serrées, etc., il y a beaucoup de pièges, beaucoup de non-dits qui sont justement dans ce code. D'accord. Et c'est pourquoi, une fois encore, nous nous en remettons à la Cour constitutionnelle. Nous espérons que pour une fois, ils décideront de rentrer dans l'histoire. On va espérer ce que nous dira la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Allez, je vais vous dire merci. Gildas Wilfried Biaoundé, vous êtes secrétaire administratif du parti Mouel Bénin. Merci de vous être montré disponible. On a eu Josué Dorami, n'est-ce pas, qui est responsable du programme Changement Social Bénin et membre de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Merci également pour votre disponibilité. Abdelaziz Maïdawa, n'est-ce pas, coordonnateur du parti Les Démocrates à Karimama. Merci pour votre éclairage et votre analyse sur ce débat, sur ce sujet qui fait grand bruit, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans l'opinion. C'est bien entendu l'actualité, Canal 3 Bénin qui suit l'actualité pour vous. On va espérer ce que nous diront très bientôt les sages de la Cour constitutionnelle. L'actualité va se poursuivre sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, allez, portez-vous bien.